Immobilier, assurance vie, livret A, actions, métaux précieux, elle est là, derrière moi, l'étude exclusive qui montre quel est le placement le plus performant sur 20 ans. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver après plusieurs mois d'absence et de réflexion sur la suite à donner au Journal de l'Or. On se retrouve aujourd'hui avec un format particulier, un hors-série qui complète et met à jour une vidéo que j'avais réalisée fin 2020 et qui s'intitulait « Pourquoi et comment acheter de l'or ?» et que vous pouvez retrouver sur la chaîne Achat or et argent de l'enseigne Godot et Fils. Le but de cette vidéo aujourd'hui est donc d'aider l'épargnant soucieux de la bonne gestion de son patrimoine à évaluer et comparer de façon simple la performance, les avantages et les inconvénients des différentes classes d'actifs vers lesquelles il peut se tourner. Nous allons donc passer en revue les différents produits de placement que sont le livret A, l'assurance vie, l'immobilier, les actions d'entreprise et l'or. Et bien sûr, en regardant comment se comportent ces actifs par rapport à l'inflation. J'ai exclu de ce comparatif des classes d'actifs comme l'art, le vin ou les objets de collection ou les voitures de collection en raison du manque d'indices, du manque d'homogénéité et de référentiels probants qu'on peut avoir sur ce type d'actifs qui sont très diversifiés et carrément hétérogènes. Je précise qu'il s'agit d'une analyse valable dans un contexte d'investisseurs français résidant en France et sur une période de 20 ans. Vous trouverez toujours une période de 3 ans qui pourrait arriver à une conclusion différente, mais l'on parle ici d'investissement et non de trading ou de spéculation au court moyen terme, qui sont des approches patrimoniales très différentes. En gros, il s'agit de répondre à la question « Où puis-je placer mon patrimoine sur le long terme pour avoir la meilleure performance dans le cadre d'une gestion en bon père de famille ?» Une question à laquelle votre banquier est tout bonnement incapable de répondre, ni votre conseiller en gestion de patrimoine, car ils n'ont jamais fait cet exercice, ils veulent juste vous vendre les produits sur lesquels ils gagnent de l'argent. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo avec votre banquier ou avec votre CGP, ou même avec votre beau-frère, vous savez, celui qui vous explique tous les dimanches midi que le meilleur plan, c'était quand même son T3 avec garage, dispositif d'Eurobien de 2006, dans le programme résidentiel de Bouygues de l'ouest de Libourne en Gironde. Alors, pour regarder la performance, posons déjà notre graphique. Il s'établit sur 20 ans et commence donc en juin 2003. Tous les actifs seront en bas 100 juin 2003. Donc pour pouvoir se représenter ce qu'est un investissement par exemple de 100 €, combien vous obtiendrez au bout de 20 ans. Nous allons commencer par y placer l'inflation, donc qui sont issus des données trimestrielles INSEE de l'indice des prix à la consommation. Ce sera en quelque sorte notre ligne de flottaison, tout ce qui va en dessous perd de l'argent. Voilà, donc vous voyez déjà qu'en 20 ans, si vous aviez placé 100 €, il faut au minimum aujourd'hui être à 137,80, donc 138 € pour arrondir, pour ne pas perdre d'argent par rapport à l'inflation, fiscalité déduite. Allez, on va commencer par regarder la performance du livret A. En 20 ans, ce sera donc une courbe rouge, et c'est parti. On arrive à 138 €, bref, donc on ne gagne absolument rien. Il y a eu, comme vous le voyez, quelques années au milieu de la décennie 2010 où l'on faisait un peu mieux, mais depuis, l'inflation s'est cabrée en 2021 et donc le rendement du livret est très à la traîne maintenant puisqu'il est désormais largement en dessous de l'inflation. Alors donc, vous l'avez compris, sur 20 ans, le livret A vous permet tout juste d'éviter de perdre de l'argent et encore, c'est maintenant plus le cas depuis récemment. Continuons avec l'assurance vie. C'est plus difficile à évaluer car les produits proposés sont très différents. Mais globalement, on peut le faire de façon assez fiable en récupérant deux jeux de données. L'un sur le rendement des fonds euros en performance nominale qui sera en gris clair. L'autre sur le taux TME. Alors le taux TME, c'est le taux mensuel des emprunts d'État à taux fixe dont l'échéance est supérieure à 7 ans. C'est une référence Banque de France qui est utilisée pour déterminer le taux maximum applicable au contrat d'assurance vie. Il sera donc en gris un peu plus foncé sur le graphique et j'ai laissé l'inflation et le livret A pour comparer. Donc c'est parti.
Voilà, donc avec le fonds en euros, donc qui est en gris clair, on arrive à 174 euros en 20 ans, donc 26% de mieux que l'inflation sur 20 ans. Et à noter que là aussi, depuis début 2021, donc avec l'inflation, donc la performance de l'assurance vie est inférieure à l'inflation, ce qui veut dire que vous perdez de l'argent. Avec le TME, en gris un peu plus foncé, on arrive à 155 euros au bout de 20 ans, soit 12% de mieux que l'inflation sur 20 ans. Mais là encore, la performance est négative depuis 2 ans par rapport à l'inflation. Donc en conclusion, l'assurance vie, bon, c'est pas terrible, en tout cas en termes de performance, et surtout depuis 2 ans puisque vous perdez de l'argent. En réalité, l'assurance vie, c'est surtout un outil de transmission, et cela ne devrait pas être considéré comme un produit de placement, même si votre banquier voudra vous le proposer comme tel, car il n'a pas grand chose d'autre à vous proposer. Et je rappelle que la loi Sapin 2 de août 2016 donne toute prérogative à l'État pour geler l'accès aux comptes d'assurance vie en cas de crise financière. Donc si vous avez de l'assurance vie, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour nous dire ce que ça vous fait de comprendre que vous êtes vous faites un peu mieux que l'inflation, mais finalement pas tant que ça, et en plus maintenant vous êtes à la merci de l'État en cas de crise financière. Continuons avec l'immobilier. Alors l'immobilier, là aussi, c'est très complexe parce qu'il n'y a pas deux biens qui se ressemblent, évidemment. Il y a de grosses disparités régionales ou par ville ou même par quartier. Mais au moins, il y a des indices qui sont cohérents dans la durée. Donc j'ai pris l'indice INSEE des prix des logements anciens en France métropolitaine. Donc ce jeu de données est divisé en 4 catégories. Province appartement, province maison, Île-de-France appartement et Île-de-France maison. Aussi, j'ai fait donc une moyenne des 4 que vous allez voir en vert sur le graphique. Allons-y. Alors vous voyez, on a une belle performance au début des années 2000, puis il y a la crise de 2008, et donc au bout de 20 ans, on arrive à 212 euros, donc c'est 53% de mieux que l'inflation sur 20 ans. Donc oui, l'immobilier vous a enrichi sur 20 ans. Le mieux évidemment, c'était de prendre un appartement en Île-de-France, le fameux appartement parisien, comme vous allez le voir. Donc si on les fait apparaître, c'est parti. Voilà, je fais une pause. Donc la courbe verte du haut, c'est l'appartement parisien. Celle du milieu, donc c'est celle qu'on vient de voir, c'est la moyenne. Et celle du bas, c'est la maison de province. Voilà, comme ça vous avez le haut et le bas de la fourchette. Voilà, donc en fourchette haute, vous atteignez 249 euros sur 20 ans, soit pour 100 euros investis, donc ce qui vous fait 80% de mieux que l'inflation avec l'appartement parisien. Et si vous aviez une maison en province, fourchette basse, là vous êtes à 193 euros. Mais là, vous allez me dire, oui, mais l'évolution du prix sans le rendement locatif, ça donne pas tout, on peut gagner beaucoup plus avec l'immobilier. Effectivement, ça c'est la performance patrimoniale pour un bien que vous logez vous-même. Si vous faites du locatif, il convient d'ajouter le gain en rendement net issu des loyers. Bon, là aussi, il y a de grosses disparités de rendement, mais si on prend un rendement locatif net de 4% et qu'on le cumule chaque année sur 20 ans en tenant compte de l'évolution du prix du bien, à supposer que l'évolution du loyer est indexée sur l'évolution de la valeur du bien, donc c'est parti. Donc ça commence à être chargé, mais concentrez-vous sur les deux courbes du haut du graphique en petit tiret vert. Donc on atteint 338 euros pour 100 euros investis en moyenne en France, soit une performance de 149% de mieux que l'inflation sur 20 ans, c'est pas mal. Et vous voyez que si vous avez acheté un appartement en Île-de-France, le fameux appartement parisien, qui offre en plus 6% de rendement en pointillé vert, donc là c'est vraiment un très beau placement, vous arrivez à 468 euros pour 100 euros investis, donc ça commence à être très intéressant. Regardons maintenant les actions. Alors là aussi, on est obligé de raisonner en moyenne car les actions cotées ont des performances extrêmement variables d'une entreprise à une autre. J'ai donc tout simplement pris l'indice CAC 40 qui représente, comme vous le savez, les 40 plus gros titres d'entreprises françaises cotés à la Bourse de Paris. Allez, c'est parti, en bleu sur le graphique. Alors jusqu'en 2007, c'est le meilleur placement, puis survient la crise de 2008, ça s'effondre avant de se reprendre tout doucement. Et voilà, donc résultat au bout de 20 ans, pour 100 euros investis en juin 2003, vous auriez aujourd'hui 247 euros, soit 79% de mieux que l'inflation. Et là aussi, il convient d'ajouter le rendement versé sous forme de dividende, parce que là, vous n'avez que l'évolution de la valorisation du CAC 40, mais les actions versent un dividende qui est en moyenne de 4%, enfin 3,87 pour être précis. Donc on va cumuler ce rendement à la valorisation du CAC, c'est reparti, tiret bleu. Donc pause, voilà, c'est la courbe tiret bleu ici, voilà. On arrive au bout de 20 ans à 372 euros, soit 170% de mieux que l'inflation. Donc les actions en tant que classe d'actifs ont globalement fait mieux que l'immobilier, à part notre appartement parisien locatif à 6% de rendement.
Alors nous avons vu les livrets, nous avons vu l'assurance vie, l'immobilier et les actions. Voyons maintenant l'or. Alors ce qu'il y a de bien avec l'or, c'est que c'est facile à mesurer. Il n'y a pas de disparité de ville ou d'entreprise ou de taux d'État ou que sais-je. On prend juste le cours en euros qu'on met en base 100 en juin 2003 et c'est parti. Donc c'est la couleur couleur or justement. Alors pause, voilà ce qu'on voit, c'est déjà qu'en période de crise comme après 2008, l'or grimpe en flèche. Et voilà, au bout de 20 ans, on obtient 604 €, soit 338% de mieux que l'inflation. Voilà, alors en termes de performance, le débat est plié, sachant que l'or, c'est assez surprenant, parce que l'or est habituellement considéré comme un actif ultra défensif, ce qu'on appelle la valeur refuge. Enfin, c'est comme ça que les banquiers ou les journalistes financiers le présentent. Et c'est pour une raison très simple, c'est qu'ils détestent l'or. L'or ne rapporte rien, donc c'est de la valeur qui dort, c'est de la valeur qui sort du système, qui échappe au radar. Donc on vous le présente comme étant la relique barbare, pour reprendre les mots de l'économiste Keynes, un placement de fonds de portefeuille qu'il ne faut pas trop pondérer, jugé par vous-même et comparé aux produits bancaires miraculeux comme l'assurance vie, les livrets, les ETF indiciels ou encore, comme on l'a vu, donc l'actif préféré des Français, à l'immobilier. On peut synthétiser ce graphique de la façon suivante avec la performance brute sur 20 ans sur l'axe du bas en abscisse et la surperformance par rapport à l'inflation sur l'axe de gauche en ordonnée. Je pense que c'est assez clair. Alors, j'entends déjà dire, oui, Tesla ou Facebook Meta ont fait 10 fois mieux que l'or. Oui, sauf que d'abord, ces actions n'ont pas 20 ans, donc il n'était pas possible de les faire démarrer en 2003. Et ce sont des actions, pas des classes d'actifs. Vous trouverez toujours l'action ou le bien immobilier atypique qui est à contre-courant de la tendance de sa famille. Mais même pour les actions comme Google, Amazon ou Netflix qui existaient en 2003 et qui sont aujourd'hui devenus des géants avec des parcours boursiers incroyables, ces titres étaient à l'époque ultra spéculatifs. À l'époque, en faisant le pari que la tech allait tout exploser, vous pouviez tout aussi bien investir sur Yahoo, AOL, AltaVista, Netscape, Napster, MySpace et j'en passe, et donc perdre beaucoup d'argent. Et je le répète, le but de cet exercice, c'était de comparer des placements dits de pères de famille, pas de spéculateurs. Et d'ailleurs, combien d'actionnaires d'Amazon ou d'Apple d'aujourd'hui possèdent leurs titres depuis 2003, sans jamais les avoir vendus entre-temps, en dehors de leurs fondateurs et de quelques banques. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. Même chose pour le Bitcoin, qui est, et de loin, l'actif le plus performant depuis sa création en 2009. Il n'existait donc pas en 2003 et c'est un actif spéculatif, même s'il gagne en maturité au fil des années, ce qui tend à réduire progressivement sa volatilité. Bon allez, je vous le mets quand même depuis mai 2020, c'est-à-dire depuis le début de son dernier cycle, le halving donc de mai 2020, en orange. Voilà. L'autre objection que j'entends, c'est de dire que cette période de 20 ans est celle qui est très favorable à l'or, que c'est un biais qui montre l'or sous son jour le plus favorable. Donc déjà 20 ans, c'est 20 ans, donc à l'échelle d'une vie d'investisseur, on n'est plus sur une période qui triche, justement sur 20 ans on ne triche pas, les profils de risque ressortent clairement, les phénomènes ponctuels sont écrasés par la durée, et cela montre vraiment la performance ultime. Et de toute façon, non, ces 20 dernières années ne sont pas la période la plus favorable pour l'or. Certes, l'or a fait x6 sur les 20 dernières années, comme on vient de le voir, mais si on prend les 30 années précédentes, donc de 1970 à 2000, l'once d'or est passé de 35 $ à 300 $ l'once. Donc un cours qui a été multiplié par 9 au cours de ces 30 années-là. Et donc sur la durée totale, le cours a été multiplié par 56, puisqu'il est passé de 35 $ à 1950 $. Et on est ici en échelle logarithmique pour que les ordres de grandeur soient comparables. J'en profite pour faire remarquer que l'or fait des merveilles en période de crise. 1973, premier choc pétrolier. 1979, le second choc pétrolier. 2001, éclatement de la bulle Internet, effondrement des bourses. 2008, grande crise financière. Et même 2020-2022, guerre en Ukraine et crise du Covid. Donc à chaque fois, c'est le début d'une forte accélération de l'or. Et là où l'or atomise la concurrence, c'est que fiscalement, si vous deviez vendre ce que vous avez acheté il y a 20 ans, vous ne payeriez que 3,62% de taxes sur la plus-value, grâce au régime spécifique dégressif. Donc pour résumer, si vous aviez investi 100 € en 2003 en or, vous auriez donc 604 € en 2023, soit une plus-value de 504 €, fiscalisée à 3,62% de taxes sur la plus-value, soit donc 18 € de taxes en tout et pour tout sur toute l'opération. En effet, sur l'or, il n'y a pas de taxe à l'achat, il n'y a même pas de TVA,
Et donc quand vous achetez une pièce ou un lingot, il n'y a pas de taxe à la détention, donc seulement à la vente et avec un système dégressif. Donc en dehors de l'aspect performance, là vous voyez ici, j'ai essayé de résumer les avantages et les inconvénients des différents placements, des différentes classes d'actifs, et on voit notamment que l'immobilier par exemple, avec une performance qu'on va dire correcte comme on l'a vu, n'est pas forcément un bon placement car fiscalement cela confine au matraquage, à l'acharnement puisque vous êtes taxé à l'achat avec des frais de notaire, à la détention avec la taxe foncière et à la vente avec une fiscalité sur la plus-value. Sans compter l'aspect successoral en cas de décès. Bon alors, sauf si, évidemment, comme votre beau-frère, vous avez acheté neuf avec un dispositif de défiscalisation des années 2000 ou 2010. Mais finalement, l'intérêt majeur de l'immobilier, on peut comprendre que ça fait son succès, en tout cas que ça faisait son succès, c'est que, c'est ce que vous voyez en bas, c'est le seul type d'actif patrimonial que vous pouvez acquérir grâce à un prêt bancaire. Essayez d'aller voir votre banque pour avoir un crédit pour acheter de l'or ou acheter du bitcoin et vous verrez comment vous serez reçu. Et c'est également le seul actif que vous pouvez faire financer par les loyers du locataire. La seule condition, finalement, c'est pour pouvoir se constituer un patrimoine immobilier, c'est d'être solvable, c'est d'avoir un salaire. Ensuite, c'est la banque et c'est le locataire qui se charge de vous faire votre patrimoine. Voilà, alors, comme on dit, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Je m'adresse donc aux spectateurs qui tombera sur cette vidéo en 2024 ou 2025. Je n'ai aucune idée de la façon dont les choses vont évoluer. Mon propos ici, c'est juste de mettre en perspective la performance, les avantages et les inconvénients des principales classes d'actifs qui s'offrent à l'investisseur, à l'épargnant soucieux de bien gérer son patrimoine. Et comme vous êtes sur la chaîne du Journal de l'Or, c'est aussi pour moi l'occasion de vous inviter à vous questionner sur la raison pour laquelle vous n'avez pas encore d'or dans votre portefeuille. Ou pourquoi vous en avez mis 5%, comme le recommandent les soi-disant professionnels, alors que cela ne vous dérange pas de mettre 30, 40 ou 70% dans des actifs qui sont bien moins performants ou bien plus lourdement fiscalisés, ou peu liquides. Donc voilà, il s'agit de ne pas faire comme votre beau-frère ou comme vous conseille de faire votre banquier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait gonfler le patrimoine, c'est prouvé. Et à vous abonner par la même occasion pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.